Glace et photos. Au congrès de l'Internationale socialiste qui se tint à Paris en 1889, la décision avait été prise de faire du 1er mai une fête du travail universel. L'idée enflamma l'imagination des travailleurs progressistes du monde entier. La naissance du printemps devait marquer le renouveau des luttes des masses pour leur émancipation. Nous étions maintenant en 1891, l'année où cette décision du congrès devait être mise en application à grande échelle. Le 1er mai, les travailleurs allaient poser leurs outils, arrêter leurs machines, quitter les usines et les mines. Ils manifesteraient, parés de leurs atours de fête, tenant haut leurs banderoles et réglant leurs pas sur le rythme entraînant des musiques et des chants révolutionnaires. En tout lieu, des meetings se tiendraient pour donner voix aux inspirations du monde ouvrier. Les pays latins avaient déjà commencé leurs préparatifs. Les publications socialistes et anarchistes rendaient compte en détail de la frénésie d'activités programmées pour ce grand jour. De même, en Amérique, un appel avait été lancé pour faire du 1er mai une imposante démonstration de la force et du pouvoir des travailleurs. Des réunions pour organiser l'événement se tenaient tous les soirs. J'étais à nouveau chargé d'obtenir la participation des syndicats. La presse du pays déclencha une campagne de dénonciation accusant les éléments radicaux de fomenter une révolution. Les syndicats subirent des pressions pour éliminer de leur rang la entre guillemets, racaille et les criminels étrangers qui venaient dans notre pays pour détruire ces institutions démocratiques. Fin de citation. La campagne produisit l'effet escompté. Les organisations ouvrières conservatrices refusèrent de poser leurs outils et de participer aux manifestations du 1er mai. Quant aux autres, elles étaient trop faibles numériquement et n'avaient pas encore surmonté leur paralysie depuis les attaques contre les syndicats allemands au moment de Haymarket à Chicago. Seules les plus radicales parmi les organisations allemandes, juives et russes maintinrent leur décision première. Elles manifesteraient. À New York, les socialistes prirent en main l'organisation de la fête du 1er mai. Ils s'assurèrent de la possibilité d'Union Square et s'engagèrent à laisser les anarchistes parler sur leur propre estrade. Note de bas de page. Union Square est une place historique importante de New York, en raison notamment de sa tradition depuis le milieu du 19e siècle. De lieux de manifestations et de réunions publiques contestataires. Fin de note. Au dernier moment, cependant, les organisateurs socialistes ne nous permirent pas de dresser la nôtre sur la place. Moi, ce n'était pas encore arrivé, mais je m'y trouvais déjà avec un groupe de jeunes, dont Sacha, Fedia et plusieurs camarades italiens. Nous étions décidés à saisir l'occasion de ce grand événement pour exprimer ce que nous avions à dire. Comme de toute évidence, nous n'allions pas disposer de notre propre tribune, les garçons me hissèrent sur l'un des chariots appartenant aux socialistes. Je me lançai dans un discours. L'organisateur en chef s'éloigna, mais revint quelques minutes plus tard avec le propriétaire du chariot. Je continuai à parler. L'homme attela son cheval et se lança au trot. Je parlais encore. La foule, qui n'avait pas saisi la situation, nous emboîta le pas, quitta la place et continua avec nous l'espace de quelques rues, tandis que je parlais toujours. La police arriva sur les lieux peu après et commença à repousser la foule alentour. Le cocher freina. Nos garçons me firent descendre prestement et m'éloignèrent en toute hâte. Les journaux du lendemain matin s'emparèrent tous de l'histoire d'une mystérieuse jeune femme debout sur un chariot qui agitait un drapeau rouge et prêchait la révolution. Citation, sa voix aiguë mettant le cheval en fuite. Fin de citation. Bonsoir Blaine. Quelques semaines plus tard, nous apprîmes que la Cour suprême avait rejeté l'appel de Most. Nous savions que cela signifiait son retour à Blackwell's Island. Blackwell's Island. Point. Pardon. Sacha oublia ses différends avec lui, et je ne me souciais plus d'avoir été chassé de son cœur et de sa vie. Plus rien ne comptait à présent que cette perspective cruelle. On allait renvoyer Most en prison, où il serait rasé à nouveau, exposant sa difformité qu'il avait soumis aux pires railleries et humiliations. Nous arrivâmes les premiers au tribunal. On fit entrer Most accompagné de ses avocats et de son garant judiciaire. Notre vieux camarade Julius Hoffmann, une foule d'amis, dont Helen Mink, affluèrent. Most paraissait indifférent à son sort, se tenant droit et fier. Il était redevenu le guerrier, le rebelle inflexible. Les débats ne durèrent que quelques minutes. Dans le couloir, j'accourus vers Most, pris sa main et lui murmurai « Hans, cher Hans, je donnerais n'importe quoi pour prendre ta place. »« Je sais que tu le ferais, ma blonde Kopf, en allemand dans le texte. Écris-moi à Blackwell. » Puis on l'emmena.
Sacha l'accompagna à la prison. Il revint enthousiasmé par la conduite magnifique du prisonnier qu'il n'avait jamais vu aussi insoumis, aussi digne et aussi brillant. Même les journalistes avaient été impressionnés. Nous devons enterrer nos divergences. Nous devons travailler avec Most, assura Sacha. Nous décidâmes d'organiser un rassemblement de masse pour protester contre la décision de la Cour suprême. Nous voulions aussi réunir des fonds pour la poursuite de la lutte en faveur de Most et pour que sa vie en prison soit aussi supportable que possible. Notre camarade emprisonné bénéficiait d'un large soutien parmi les radicaux. En l'espace de 48 heures, nous réussîmes à remplir une grande salle, et je fus l'une des oratrices. Mon discours porta non seulement sur Johann Most, symbole de la révolte universelle, porte-parole de l'anarchisme, mais aussi sur l'homme qui avait été ma grande source d'inspiration. Mon professeur et mon camarade. Au cours de l'hiver, Fedia partit pour Springfield, dans le Massachusetts, travailler chez un photographe. Quelque temps après, il écrivit pour me dire que je pourrais obtenir un poste moi aussi, en me chargeant des commandes. J'étais contente de saisir l'occasion de m'éloigner de New York et de la corvée sans fin sur ma machine à coudre. En effet, Sacha et moi gagnions notre vie en fabriquant de la pièce des pullovers pour garçons. Il nous arrivait souvent de travailler 18 heures par jour dans la seule pièce éclairée de notre appartement. Je devais me charger aussi de la cuisine et du ménage. Springfield m'apportera à la fois changement et soulagement. Le travail chez le photographe n'était pas pénible, et c'était apaisant de me retrouver avec Fedia, si différent de Most et de Sacha. En dehors des mouvements, nous avions beaucoup de goûts en commun. Notre amour de la beauté, des fleurs, du théâtre, bien que ce dernier fût quasiment absent à Springfield. De toute façon, j'avais acquis une aversion pour les pièces de théâtre américaines. Après Königsberg, Saint-Pétersbourg et le théâtre allemand d'Irving Place à New York, ce qui prédominait sur la scène américaine me paraissait sans intérêt et de mauvais goût. Fedia rencontra tellement de succès dans son travail que cela nous sembla une sottise de continuer à enrichir notre patron. Il nous vint à l'esprit de nous instaurer à notre propre compte et de prendre Sacha avec nous. Bien qu'il ne se plaignît jamais, je sentais dans ses lettres qu'il n'était pas heureux à New York. Fedia proposa qu'on ouvre notre propre studio. Nous décidâmes de nous rendre à Worcester, dans le Massachusetts, et d'inviter Sacha à nous rejoindre. Nous emménageâmes au bureau, accrochâmes une enseigne et attendîmes que les clients frappent à la porte. Mais personne ne vint, et nos économies déjà maigres diminuaient. Nous louâmes une voiture à cheval pour sillonner la campagne environnante, en espérant décrocher chez les agriculteurs des commandes d'agrandissement au pastel de leurs photographies de famille. Sacha conduisait, et si par malheur nous heurtions un arbre ou un trottoir, il devenait intarissable sur l'esprit de contradiction inné de notre cheval. Il nous arrivait souvent de voyager pendant des heures avant d'obtenir une commande. L'énorme différence entre l'agriculteur de la Nouvelle-Angleterre et le paysan de Russie nous frappa. Si ce dernier avait rarement de quoi manger lui-même, jamais il ne manquait pourtant d'offrir à l'étranger le pain et le kvass, en russe dans le texte, qui veut dire cidre. C'est un peu la musique. D'après mes souvenirs d'écolière, le paysan allemand, lui aussi, nous invitait à pénétrer dans sa, entre guillemets, plus belle pièce. Posait du lait et du beurre sur la table et insistait pour qu'on y goûte. Mais ici, dans l'Amérique de la liberté où les agriculteurs possédaient des hectares de terre et un bétail innombrable, nous avions de la chance si on nous laissait rentrer, sans parler de nous offrir un verre d'eau. Selon Sacha, la solidarité et la bonté faisaient défaut à l'agriculteur américain, car il n'avait jamais connu le manque. Ce sont de fait des petits capitalistes, soutenait-il, différents des paysans russes ou même allemands qui sont des prolétaires, ce qui les rend si chaleureux et hospitaliers. Je n'en étais pas convaincu. J'avais travaillé à l'usine aux côtés des prolétaires, et je ne les avais pas toujours trouvés serviables et généreux. Mais la confiance de Sacha dans le peuple était contagieuse, et chassa mes doutes. Combien de fois fûmes-nous sur le point de nous laisser tomber? La famille chez qui nous vivions nous avait conseillé d'ouvrir une cafétéria ou un glacier. Au départ, la suggestion nous parut incongrue. Nous n'avions ni les fonds ni l'inclination pour une telle entreprise. De plus, s'installer dans les affaires était comme contre notre principe. Au même moment, de nouvelles atrocités en Russie agitèrent de nouveau la presse radicale. La vieille aspiration à retourner dans notre pays d'origine nous saisit. Mais où trouverions-nous suffisamment d'argent?
L'appel confidentiel lancé par Moss n'avait pas reçu l'accueil escompté. L'idée d'ouvrir un glacier pourrait s'avérer le moyen de parvenir à nos fins. Plus nous y pensions, plus nous étions persuadés que c'était la seule solution. Nos économies se montaient à 50 $. Notre propriétaire, qui avait suggéré ce projet, offrit de nous prêter 150 $. Nous trouvâmes un magasin. En quelques semaines, cet endroit délabré et mal entretenu fut transformé en une cafétéria attrayante grâce à l'habileté de Sacha au marteau et à la scie, à celle de Fédia au pinceau et à la peinture, et ma propre formation à l'allemande en économie domestique. On était au printemps et il ne faisait pas encore assez chaud pour une ruée sur les glaces. Mais le café que je préparais ainsi que nos sandwichs et nommés délicats commencèrent à attirer du monde. Nous fûmes bientôt obligés de travailler jusqu'aux petites heures du matin. En peu de temps, nous pûmes rembourser le prêt au propriétaire et investir dans une fontaine à soda et dans quelques jolis plats de couleurs. Nous avions le sentiment d'avancer vers la réalisation de ce rêve que nous chérissions depuis si longtemps.